Mesdames, messieurs, toute la technique de bonjour. Vous êtes sur Zouk dans l'émission Écoutez pour comprendre. Et vous avez raison, il ne faut pas tourner le bouton. Écoutez pour bien comprendre ce qui se dit. On a l'immense plaisir de recevoir deux charmantes dames qui vont nous parler de la problématique du réchauffement climatique, des traits de côte, l'érosion du sol et autres. Et nous vous demandons vraiment d'écouter et de faire circuler ce message. C'est l'avenir des enfants que nous sommes en train de préparer parce que demain, la Martinique, nous serons les premiers réfugiés climatiques du fait de l'élévation du niveau de la mer. Je commencerai par Madame la directrice. Madame, mes respects. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur Grabin. C'est moi qui vous remercie d'avoir l'honneur de participer à votre émission. Et je suis enchantée de pouvoir venir traiter ici de ce sujet qui fait beaucoup parler, sur lequel il y a beaucoup de communication. C'est un sujet d'actualité que l'on pensait en fait imprévisible, mais qui maintenant doit devenir prévisible compte tenu de l'imminence. Oui. Et vous êtes la directrice de l'ADEAL. Et je suis la directrice de l'ADEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique. Et je viens d'arriver sur ce poste mi-septembre, donc ça fait quelques mois seulement que je suis sur ce magnifique territoire. Et pour les anciens qui nous écoutent, ancienne DDE. Oui, voilà, DDE, DIREN, DRIR, avant la fusion. Ça change de nom tout le temps. Vous êtes accompagnée d'une charmante dame, madame, mes respects. Bonjour, Alexis Sever, je suis la chef du service en charge de l'aménagement et de l'urbanisme au sein de l'ADEAL. Donc tout ce qui est problématique d'aménagement, tenant compte justement de ces risques et en particulier aujourd'hui ce qui nous concerne, l'érosion du littoral. Voilà. Tous les dossiers plus passent par vous. L'accompagnement des collectivités, oui, dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, dans leur révision, puis dans les questions techniques pour améliorer effectivement l'aménagement sur notre petit territoire. Madame la directrice, souvent nous entendons nos élus demander plus de pouvoir. Aujourd'hui, il y a un transfert de pouvoir qui a été fait à nos maires concernant justement l'élévation du niveau de la mer. Alors, comment ça se passe? Il n'y a pas une compétence en tant que telle qui est définie parce que c'est un sujet complexe avec beaucoup d'entrées. En réalité, ça n'est pas un aléa, un risque. Vous savez, au sens du risque submersion marine, c'est-à-dire que c'est la mer qui vient percuter la terre. Ça n'est pas un risque au sens du risque volcanique, au sens du risque d'inondation, au sens du risque cyclonique. C'est quelque chose qui est en train de se définir en tant que tel. Ce sont des événements, c'est une situation qui se déroule et c'est une situation qui s'étend, c'est donc en mouvement. Et à ce titre-là, il n'y a pas de compétence définie d'une collectivité ou d'un acteur public, d'une administration publique, étatique ou autre. Mais par contre, c'est la collégialité. C'est les différentes politiques publiques et les compétences des uns et des autres au regard de la décentralisation, mais aussi des compétences qui restent chez les services de l'État. C'est ensemble que l'on pourra faire quelque chose. Donc c'est plusieurs compétences. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alexis Sever m'accompagne. Oui. Tout à fait. Puisque sur la prise en compte du risque érosion du littoral, effectivement, on a changé de méthodologie, puisqu'on connaissait jusqu'ici les plans de prévention des risques naturels. Mais pour ce risque d'érosion du littoral, de recul du trait de côte, la méthodologie qui a été définie, c'est que cette fois-ci, ça soit confié aux collectivités qui élabore avec le soutien de l'État, financier, technique. Donc on a le BRGM, le CEREMA qui nous accompagne là-dessus et qui accompagne les collectivités. Donc c'est ce qui est en cours actuellement. Donc notre territoire a démarré effectivement, c'est la mise en place de ces cartographies pour intégrer ce recul du trait de côte, confié aux collectivités, donc celles qui ont en charge l'urbanisme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'aménagement qui accompagne Mme Mathé aujourd'hui et pas les risques naturels. Donc pour introduire cette notion de recul du trait de côte, de perte de territoire dans l'aménagement et l'anticiper. Voilà. Et actuellement, ce sont les EPCI, puisqu'il faut travailler quand même à une échelle un peu plus large que celle de la commune et de la limite administrative. Donc ce sont les EPCI, captant à initier le mouvement, qui prennent en charge la réalisation de ces cartographies. Et nous sommes en cours. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que Cap Nord qui est déjà en mouvement. Voilà, qui fait.
Et puis Espace Sud cette année, voilà, Madame Mathé, voilà, qui commence effectivement. Qui va même aller au-delà des communes qui ont été listées et prises en compte dans le décret. Donc c'est bien, elles sont volontaires, ces collectivités, elles sont volontaires pour rentrer dans ce dispositif de cartographie, de connaissance. Voilà, on est à ce stade-là. Et quand je dis qu'il n'y a pas de compétence, c'est qu'il n'y a pas une compétence de définie, c'est un ensemble de facteurs. Et aujourd'hui, on est au stade de la connaissance, on améliore la connaissance et on se met d'accord sur cette érosion en tant que telle, en lien avec les plans de prévention des risques naturels. Qui intègrent. Ce qu'on appelle le PPR. Le PPR, plan de prévention des risques naturels, qui chez nous intègre de multiples risques, vous le savez mieux que moi, dont l'érosion du littoral, mais définie à une époque. Donc actuellement, on a redéfini la méthodologie. Je parlais du CEREMA et du BRGM ont mis en place cette méthodologie. Donc on essaye d'adapter parce que les territoires sont tous différents. Donc on doit prendre des hypothèses un peu différentes, tenir compte des ouvrages, tenir compte de la typologie de nos côtes. Vous savez que tout est différent en fait. Donc ils intègrent tous ces éléments-là. Et donc sur Espace Sud, nous n'avons que 4 communes qui s'étaient inscrites sur le décret pour intégrer le recul du trait de côte dans l'aménagement. Ils envisagent tout de même de faire cette cartographie de façon un peu plus large pour au moins donner cette information relative à ce recul. Et ce sont des informations qui sont inscrites dans le schéma d'aménagement régional. Alors, le schéma d'aménagement régional, c'est de 98. Donc, il est un peu trop ancien. Voilà. Pour l'instant, ça l'est pas. Mais ça le sera, bien évidemment. Et dans tous les documents. Puisque l'objet, c'est qu'on connaît le recul sur une zone. Donc, la première étape, ce sera l'intégration dans les documents d'urbanisme locaux, les communes, parce que c'est pour ça qu'on parle de carte communale de projection du recul du trait de côte. Donc, ça va être intégré au sein des plans locaux d'urbanisme. Pourquoi ? Parce que selon ce recul, que ce soit, parce que la méthodologie dit, on regarde sur 0-30 ans, donc à court terme, et de 30-100 ans. Donc, 0-30 ans, bien évidemment, c'est trop juste, on ne pourra pas s'installer de façon définitive. Donc là-dessus, sur ces zones-là, il faudra que la commune imagine quel type d'aménagement. Forcément des aménagements qu'on pourra déplacer ou nécessaires vis-à-vis de la proximité de l'eau. Ça, ce sera l'impératif. Et 30-100 ans, là, il faudra mettre en place, Madame Mathé parlait des dispositifs, donc on acceptera probablement l'occupation, mais sous certaines réserves. Et là, on va anticiper avec des outils. On parlait plusieurs outils qui déjà existent, mais qui nécessitent d'être mis en place. Il y a déjà des choses qui ont commencé à être mises en place. Par exemple, le bail réel du littoral, qui aujourd'hui existe juridiquement, mais qui nécite une mise en œuvre. Le but, c'est de permettre une occupation temporaire liée justement à cette échelle de temps, à cet allongement. Et puis, il y a le droit de préemption sur l'adaptation du littoral qui peut être mis en place. Mais la première étape, c'est vraiment cette connaissance partagée, en lien aussi avec les PPRN. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les plans de prévention des risques, on a lancé la révision des 34 plans de prévention des risques naturels sur l'île, sur les 34 communes, parce qu'il y a effectivement 7 risques qui sont concernés. Donc je profite pour passer ce message qui est important, puisque ce sera soumis à enquête publique, donc de toute la population, ce sera important de pouvoir aussi venir les consulter, en lien avec cette érosion du trait de côte. Parmi les outils, il faut quand même distinguer ce qui relève du préventif et du curatif. C'est ça aussi l'enjeu. Parce que comme c'est un phénomène qui maintenant est visible, et donc qui est palpable. Avant, il n'était pas visible. On en parlait peut-être un petit peu, mais tant qu'il n'était pas visible, on ne voyait pas en fin de compte quels étaient nos impacts. Mais maintenant, il y a des routes qui partent, il y a des maisons qui partent, il y a du sable qui part aussi, qui repart à la mer, il y a la mer qui monte. En fait, on dit la mer monte. Et donc, ce trait de côte, il évolue, il rentre dans les terres et c'est extrêmement visible en tant que tel. Donc, il y a deux types d'actions et les actions curatives, on pourra les développer. Il y en a plusieurs types qui sont envisageables. Et que deviennent les 50 pages géométriques dans l'affaire ? Alors, déjà, les 50 pages géométriques,
C'est une trame juridique. Oui. Voilà, c'est une trame juridique. Il y a le Code général des propriétés des personnes publiques, ce qu'on appelle donc, qui définit la domanialité des personnes Domaine public publiques, le maritime. domaine public, de l'État, des communes, etc. La zone des 50 pas géométriques, c'est une zone qui a été définie, qui a eu des évolutions. Et même qu'aujourd'hui, par rapport aux 80 mètres et quelques... Oui, 83 mètres et quelques. 81,20. 80 mètres, oui. Voilà, précisément, qui ont été définis il y a 30 ans. Mais il se trouve que déjà, depuis 30 ans, la Martinique, si on prend en moyenne le recul du trait de côte, eh bien, en moyenne, c'est 25 mètres. Même si c'est très hétérogène, et Alexis Sefberg pourra aussi développer cette partie d'hétérogénéité sur le territoire. Donc déjà, la zone des 50 pas géométriques, réellement aujourd'hui, par rapport à sa définition telle qu'elle est, elle a évolué. Le but aujourd'hui, c'est très clairement d'essayer de résorber aussi les constructions irrégulières dans la zone des 50 pas géométriques pour les personnes qui sont dans des zones à risque. Les zones à risque, c'est globalement, en synthèse, là où il y a tellement d'aléas et qu'il y a tellement de risques qu'on ne peut pas les laisser là. Voilà. Et sur le territoire, quand même, sur cette zone des 50 pas géométriques, aujourd'hui, ça représente 3% du territoire, mais c'est là où c'est le plus dense, c'est là où les populations sont le plus installées, voire c'est là où il y a des populations très précaires qui sont aussi installées. Donc il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique aussi. Eh bien, donc c'est que 3500 hectares sur les 1100 km² de la Martinique. Et dans ces zones, eh bien, il y a ce qu'on appelle des zones de menace grave aux vies humaines, c'est-à-dire que ce sont des zones à risque très fortes. Et ça représente 488 hectares, pour tout vous dire. Et là, dans ces zones-là, on ne peut pas se permettre de laisser les populations, parce que tout simplement, là, elles sont déjà à risquer. Il faut les dérisquer. Il faut nécessairement aider, comme ça se passe aux prêcheurs, eh bien, dans les actions, à faire en sorte de pouvoir reloger les gens. Et ça, c'est dans les actions curatives, c'est la plus forte, la plus lourde. Mais il y en a d'autres qui sont moins lourdes et sur lesquelles on ne pense pas réellement. Il y a les solutions fondées sur la nature qui sont essentielles, de repermettre à la nature d'avoir ces zones d'expansion, typiquement les rivières. C'est un sujet qui est important parce qu'il y a une interaction entre la mer et la rivière. La rivière, en amont, se charge de matériaux, les transfère, et puis vient les stocker, ces matériaux, au niveau de la mer. Ces matériaux, ce sont des sédiments. Ces sédiments permettent de recharger les plages. C'est eux qui, naturellement, rechargent les plages. Et donc, c'est de leur permettre à la rivière, quand elle arrive au niveau de la mer, d'avoir sa zone d'expansion. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aménagements hydrauliques archaïques qui n'ont pas été autorisés, qui n'ont pas fait l'objet d'études par rapport aux impacts. Depuis du Bossas. Qui ont été réalisés par les uns, les autres, par des communes ou par d'autres. Ça peut arriver, il peut y avoir plusieurs situations. Le but n'est pas de rechercher qui a fait quoi, mais d'essayer de pouvoir visualiser l'impact de ces aménagements hydrauliques qui sont très très nombreux. Vous savez, des roches, typiquement au Carbet, sur la plage où il y a l'ancien hôtel Marouba, et puis du côté le Petit Bonhomme, on voit qu'il y a des pales planches avec des roches. Avec l'ouragan Beryl, qui est un événement climatique qui est venu accélérer, accentuer l'érosion de la ligne de sable, l'érosion donc de la plage. On voit que ça s'est creusé parce que le système, la dynamique sédimentaire avec ces aménagements hydrauliques qui ne sont pas bien placés, eh bien, a bougé et a fait en sorte que le sable soit encore plus abîmés, que la plage soit encore plus abîmée, puisqu'il y a des pentes qui se sont créées. Puis après, plus loin, on voit que la ligne se reforme parce que là, il n'y a plus d'enrochement, etc. Donc c'est important aussi dans les troisièmes actions. Il y a les solutions fondées sur la nature par rapport aux zones d'expansion, la renaturation des plages, par rapport au fait de mettre des résignés de bord de mer, parce que ça permet en fin de compte de limiter l'impact de l'érosion, mais aussi les aménagements hydrauliques, qui est une troisième action dont on ne se rend pas compte, et c'est assez normal, parce que c'est des études qui doivent être conduites normalement pour les faire. Les aménagements hydrauliques, leur mise en transparence, leur neutralisation et leur mise en transparence, c'est-à-dire qu'on permet à l'eau de bien circuler, on permet aux sédiments de bien recharger les plages. Ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas aujourd'hui du tout
engagé pour lequel il va falloir que collectivement, avec les communes et les EPCI, qui sont les autorités gémapiennes, eh bien, on y travaille parce que c'est aussi une troisième action qui est une action extrêmement importante pour permettre ça. Et il y a une quatrième action. Cette quatrième action, eh bien, c'est la pose d'herbiers coralliens et de récifs coralliens. C'est aussi une solution fondée sur la nature, mais en mer. C'est pas des cas généralisables. C'est-à-dire chacune des actions sont très hétérogènes sur le territoire. Ça, c'est de l'ordre du curatif. Et effectivement, ce sont des expérimentations que l'on lance actuellement. On a, par le biais du fonds vert, des fonds dédiés à ce type d'expérimentation pour accompagner les collectivités éventuellement. Donc, on imagine et on essaye d'inciter à utiliser ces solutions fondées sur la nature plutôt que des ouvrages en dur. Et c'est ce dont, effectivement, on essaie de dire. En fait, on parlait de schéma d'aménagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse de façon globale à qu'est-ce qu'on protège, est-ce qu'on protège, est-ce que ça vaut la peine d'être protégé ou est-ce qu'on recule. Voilà. Et tout ça, ça participe. On compense, mais il faut aussi imaginer qu'on a un territoire, il faut qu'on vive. Donc il faudra bien, il y a des installations, la proximité de la mer est nécessaire, donc il faudra bien imaginer s'y mettre, mais comment le faire au mieux ? Et puis comment essayer de travailler, parce que j'entends bien ceux qui viennent nous voir en disant je ne comprends pas pourquoi on protège ici et on ne protège pas là, mais parce que parfois en protégeant ici, on aggrave ailleurs, et que celui qui n'était pas touché, qui se retrouve touché ensuite, il a des droits, il est en droit de dire mais pourquoi vous l'avez laissé faire ? Parce que vous saviez que cette dynamique dont parlait ma directrice, effectivement, ce qui est bloqué ici, ira prendre ailleurs. Voilà. Et donc on essaye d'imaginer ça à une échelle sur des périmètres justement cohérents, et de façon concertée en essayant de combiner tous les usages. Donc on parlait de solutions fondées sur la nature, et moi, mon service travaille plutôt à comment mieux aménager. Et effectivement, sur ces zones des 50 pas dont on parlait, il y a des personnes qui habitent, donc qui sont déjà titrées et qui occupent. Il y a toute une partie qui est naturelle, où il y a effectivement de temps en temps des occupations qui ne devraient pas se faire, mais effectivement qui restent très naturelles. Et puis il y a ceux qui ne pourront pas être restés, parce que déjà le risque se fait sentir, et que nous, sachant ce risque, on ne peut pas permettre que ces personnes y restent. Donc la solution qu'on a, et une des solutions curatives, ce sont ces opérations qu'on imagine de relocalisation des populations, où on doit essayer de trouver de nouvelles zones d'habitat. Et on disait dans les possibilités offertes par la loi climat résilience, c'est de déroger à ces principes de la loi littorale, c'est-à-dire qu'on imagine pouvoir relocaliser dans des zones qui ne sont pas en continuité de l'urbanisation existante. Ce sont des possibilités qui seront offertes aux communes, mais à condition d'avoir un vrai projet. Et c'est là où c'est difficile. Et qui peut c'est la question. C'est la question, parce que les inspecteurs sont venus dernièrement, et je pense qu'on a vu dans l'actualité. Dans l'actualité, on y est venu, parce que autant on a des fonds sur les autres risques, fonds Barnier, qui sont payés par tous ceux qui cotisent, parce qu'il y a quelqu'un qui paye à un moment donné. Autant sur ce risque érosion qui était censé être quelque chose de prévisible. Autrement dit, si vous savez que ça va se passer, vous n'êtes pas censé y aller. Donc, contrairement au cyclone qui arrive et on n'y peut rien, mais là, on sait que ça recule. Donc, quand vous vous y installez de façon... Maintenant, il s'agit de savoir qui va payer. Donc, actuellement, le ministère réfléchit à savoir qui va contribuer, sur quel fonds. On a déjà, en tout cas, l'État participe déjà sur la connaissance. Maintenant, sur la relocalisation, il y a déjà des dispositifs qui existent, il y a quand même beaucoup mais qui ne sont pas adaptés spécifiquement à l'érosion du littoral. Ce sont des dispositifs, il y a beaucoup de dispositifs financiers qui existent en réalité. Vous savez, l'aide à l'amélioration de l'habitat, ce sont des subventions publiques, c'est une aide, c'est une subvention, c'est pas une prestation sociale, c'est pas une allocation, c'est pas un dû. Mais ces aides à l'amélioration de l'habitat, qui sont des subventions publiques, l'État délivre via l'ADEAL, ce sont des aides qui participent aussi, qui peuvent participer à la relocalisation. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup quand même de personnes assez précaires, parce qu'en réalité, sur ces zones de menaces graves, on a aussi beaucoup d'habitats informels et beaucoup d'habitats qui est assez précarisé. Et donc, c'est de pouvoir les accompagner. Donc, des aides existent, mais effectivement, elles ne sont pas dédiées à cela. Comme toutes les aides sur la connaissance,
Voilà, il y a des fonds, le fonds Barnier, le fonds vert. Là encore, dans le fonds vert, il y a une ligne érosion du trait de côte. Ce fonds vert, justement, je me permets aussi d'en parler parce que nous venons d'avoir la dotation. C'est plus de 7 millions qui va être distribué à la Martinique. Donc, dès maintenant, les collectivités peuvent déposer leurs projets sur des marches simplifiées. Plusieurs thématiques. Et sur plusieurs thématiques, dont la thématique érosion du littoral. Sur la thématique érosion du littoral, nous finançons à travers cela, justement, la constitution de ces cartes communales pour aider les communes pour avoir une stratégie, une cohérence, une lisibilité à long terme de l'aménagement de leur commune. Comme l'a dit tout à l'heure Alexis Sefbert, c'est pour définir là où on peut intervenir, là où on ne pourra pas intervenir et ce que l'on peut faire dans une zone, dans une échelle de temps transitoire. C'est ça l'objectif, c'est se mettre d'accord sur ces aspects-là. Et pour se mettre d'accord, il faut amplifier la connaissance. Et tout à l'heure, Alexis Sefbert parlait justement de l'impact que ça a si jamais on a une action vis-à-vis de quelqu'un qui impacte sur le voisin. Eh bien, on le voit sur le littoral. Il y a 45 km du littoral sur les 450 km du littoral qui sont en érosion. Et de l'autre côté, on a quand même du littoral qui est en accrétion. On a 95 km du littoral qui est en accrétion. Donc on voit qu'il y a un mouvement. Ce que l'on fait chez l'un impacte chez l'autre. Comme ce que l'on fait dans une rivière, au droit d'une rivière, impacte sur le littoral. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont à prendre en compte, comme la dégradation de la biodiversité. Ça participe pas, le fait d'avoir des aménagements, des activités économiques sur les plages, ça ne participe pas à la préservation par la nature de la biodiversité, d'enlever des arbres, de les limiter avec leur système racinaire qui permettent de préserver l'ensablement, de permettre aussi, après, en plus, il y a tout un écosystème avec les tortues. On a quand même la chance d'avoir de très belles tortues, mais il y en a de moins en moins et elles sont très protégées pour autant. Il faut pouvoir les préserver parce que ces écosystèmes participent justement, tout ce vivant participe à la préservation des êtres vivants. Et c'est important, en fait, aussi d'avoir cette conciliation. On le voit par la mangrove, quand on voit l'évolution de la mangrove au cours de ces 50 dernières années en Martinique, ce grignotage, eh bien, en fin de compte, on a grignoté des zones humides, donc nourricières, qui sont des lieux où... des nurseries. Voilà, les nurseries, on vient aussi s'y cacher pendant les cyclones. Enfin, il y a tout un écosystème. Les 4 services écosystémiques qui sont rendus par les mangroves, en plus d'être des puits de carbone énormes, beaucoup plus importants que des forêts. Hein. C'est 30% plus important, les puits de carbone que sont les mangroves, que les forêts. Donc c'est vraiment important. Eh bien, on s'est aussi rendu compte que c'était des zones d'expansion de crues, et en les limitant, forcément, les crues. Donc, au niveau des habitations, au niveau de l'urbanisation qui est derrière les mangroves, qui a été faite de manière intensive, ou l'anthropisation, même les champs très anthropisés, bien tout ça, l'anthropisation, c'est en fait, on dit qu'on est dans la période de l'anthropocène ou la période de l'homme, c'est l'homme qui agit sur la nature. Mais c'est ça l'anthropisation, donc le fait que l'homme intervienne autant que ça, eh bien, fait que les caractéristiques et les services écosystémiques ne sont plus rendus comme ils l'étaient naturellement. Et ça fait partie aussi des enjeux de curatifs à mettre en place sur le territoire. Qui assure la police de tout ça? Ça dépend. Moi, mon service. Normalement, compétences urbanisme, ce sont les communes. C'est le maire. Voilà, alors, quand Alexis dit mon service. Oui. Non, j'ai dit mon service. Moi, je m'occupe que d'une partie, c'est normalement le DPM. Voilà. Le domaine public maritime, qui est quand même assez important. Tout à fait. Mais Alexis s'occupe aussi du contentieux pénal de l'urbanisme, qui relève par la décentralisation, les lois Gaston Defferre de 1982, donc il y a très 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 longtemps, qui relève des compétences de communes depuis très 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 longtemps. Mais en réalité, nous sommes beaucoup sollicités. C'est nous qui le faisons, et parce qu'en réalité, c'est pas pareil. C'est des voies justement qui ont été mises en place, ces pouvoirs de police. À l'ADL, on en a à peu près 10 contrôles, 10 pouvoirs de police différents. Eh bien, c'est normalement des pouvoirs de police qui ont été mis en place pour éviter qu'il y ait de l'urbanisation intempestive. Et puis, ça c'est pour le contentieux pénal de l'urbanisme, c'est les maires qui ont cette compétence d'urbanisme, d'autorisation des sols. Et puis, de l'autre côté, pour le domaine public, de préserver sa naturalité. Oui, tout à fait. Et la gestion, parce que sur nos contrôles, normalement, alors sur le DPM, notre accompagnement est de 2 sortes, parce on donne des autorisations sur les AOT,
AOT, les autorisations d'occupation temporaire. Et de la même façon, on vérifie que ces autorisations sont quand même bien appliquées et en tout cas qu'on respecte ces règles. Ce qui est déjà difficile. Oui, c'est difficile parce que quand les personnes obtiennent leur autorisation, en réalité, elles pensent que c'est déjà un dû. Définitif. Je ne parle pas des redevances, puisqu'ici, il n'y en a quasiment pas, ce qui est quand même... C'est une grande dérogation aussi. Mais c'est surtout qu'on ne les respecte pas complètement. Quand on dit qu'on doit préserver les tortues, donc on ne doit pas mettre du mobilier fixe sur la plage, c'est parce qu'en fait, il faut le retirer le soir, parce que les tortues, il faut qu'elles viennent la nuit pour pondre et pour aussi avoir leur habitat naturel. Eh bien... On voit bien que c'est sans arrêt, on grignote aussi, on essaye de grignoter la plage, on essaye de grignoter la mer de l'autre côté. Alors ces autorisations, c'est très difficile d'arriver à les faire respecter quand il y en a. Tout à fait. Et après, effectivement, sur la partie urbanisme, puisque l'occupation, vous pouvez occuper, mais vous pouvez aussi construire sans autorisation. Donc effectivement, dans ces cas-là, c'est censé être la police du maire. Bien évidemment, quand on n'a pas, de toute façon, la direction reçoit pas mal de courriers. Donc effectivement, quand ce sont des zones à risque et à enjeux importants, donc forcément, le préfet ne peut pas l'ignorer. Effectivement, les services de l'ADL et le mien, on intervient et normalement en essayant d'y associer la commune parce que normalement ça devrait être et certaines communes le font et puis d'autres on travaille actuellement à former de plus en plus des agents assermentés parce qu'il faut des agents assermentés pour le faire et puis y aller. Mais ce que j'explique souvent à mes agents, c'est que c'est pas que de la sanction aussi, c'est un peu pédagogique. Vous me parlez, la prise en compte du risque, c'est aussi savoir ça, quand on s'installe, parce que la personne s'installe sans autorisation, mais ensuite elle construit mal. On a des problèmes, nous on parle d'érosion du littoral, mais quand vous avez des problèmes de glissement de terrain et autres, si en plus vous construisez mal dans une zone à forte sismicité, vous voyez, vous accumulez un ensemble de problèmes, et puis ensuite, effectivement, quand le malheur arrive, on se retourne en disant mais pourquoi on m'a laissé faire ça, alors que sincèrement on a plein de précautions. Donc nous on essaie de travailler à tous ces aspects, c'est-à-dire essayer déjà de donner la connaissance sur le risque. Je pense que l'information acquéreur locataire que l'on fait dans le cadre des plans de prévention des risques, en disant quand vous achetez un terrain, quand vous allez y construire, on peut construire sur bien d'autrui, d'essayer de se renseigner à minima sur les risques auxquels on est soumis. On a ouvert une plateforme justement sur les risques naturels 972, donc très accessible par tout le monde, qui est très simple. Et cette plateforme, donc qui est accessible par tout le monde, est très intuitif par rapport à ces risques. Et on peut avoir un état des risques. Donc vous connaissez la parcelle, donc à minima renseignez-vous pour savoir le risque auquel vous êtes soumis. Ça, tout le monde peut le faire. Vous tapez et vous y arrivez. Il faut se renseigner. Voilà, il faut se renseigner. Et quand on va faire la cartographie justement pour l'érosion du littoral, ce sera un élément supplémentaire d'information. Donc déjà ça. Ensuite, effectivement, la construction sur bien d'autrui, on voit bien les problèmes que ça crée. Donc, au bout d'un moment, effectivement, vous possédez le bien, mais pas le terrain. Donc, forcément, à un moment donné, ça va poser des soucis. Et c'est ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, quand même, ce qui se passe ici, quand même un phénomène par rapport à cette notion de droit de propriété qui est quand même assez éloignée de la notion première. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont installées sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, voire elles ont construit avec une autorisation ou sans autorisation d'urbanisme, voire elles payent d'impôts fonciers ou elles n'en payent pas, voire elles ont un acte notarié sur un domaine public imprescriptible et inaliénable ou elles n'en ont pas, voire il a été vendu par une autre personne qui avait construit là sans même que le propriétaire ne soit informé de la revente du terrain. On a beaucoup de situations, sans compter les sujets d'indivision évidemment, mais on a beaucoup de situations qui sont extrêmement complexes et qui méritent qui aient une attention particulière. Et c'est pas simple. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas simple parce que derrière, il y a des gens qui ont besoin d'un toit. Alors pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, nous parlons d'érosion de sol, nous parlons de tous ces termes techniques que nous connaissons, que nous maîtrisons, mais lui, il ne sait pas. Il a l'exemple de voir hier, il y avait une plage là qui n'existe plus. Là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes informé? Est-ce qu'on peut renseigner le téléspectateur qui nous écoute pour comprendre l'élévation du niveau de la mer et les vagues submersions? Alors, l'élévation du niveau de la mer qui participe à l'érosion du littoral, c'est-à-dire au fait que la mer monte et qu'elle grignote la plage,
justement, il faut pouvoir savoir dans quelle mesure l'élévation du niveau de la mer et le changement climatique participent. Et ça, on ne le sait pas. On a des travaux qui sont engagés au niveau national pour avoir une trajectoire d'ici la fin de l'année. Il faut comprendre par rapport à cela que c'est deux choses qui sont un peu différentes, mais qui s'impactent. C'est-à-dire qu'on a une montée du niveau de l'eau, en moyenne 25 mètres sur le territoire martiniquais depuis 1950 à aujourd'hui. En moyenne, c'est très hétérogène. Et dans le même environnement, on a la question du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a la montée des températures. La montée des températures, fonte des glaces, la fonte des glaces, voilà, qui est à peu près de 1,8 depuis 1950 sur notre territoire martiniquais. Donc, ça veut dire l'élévation du niveau des températures, ça impacte les écosystèmes qui vivent plus de la même manière, on les maintient plus de la même manière aussi, et donc ça participe à l'érosion, mais on ne sait pas dans quelle mesure il faut pouvoir aussi le quantifier. Tout à l'heure, vous parlez de la fonte des glaces, quelque chose qui est très visible et qu'on commence à comprendre dans l'actualité mondiale du moment, c'est que dans les flux maritimes, eh bien, la fonte des glaces est un enjeu énorme. Le détroit de Bering, qui se trouve entre les États-Unis et la Russie, eh bien, il y a 50 ans, était complètement en glace. Donc, il y avait très peu de transports maritimes qui passaient par là. Du coup, ils devaient passer par le détroit de Malacca. De plus en plus, on passe par ce détroit qui a diminué avec la fonte des glaces. Or, quand les glaces fondent, la mer, forcément, aussi, elle monte. Ça participe à ce réchauffement, mais c'est pas que la fonte des glaces qui fait que la mer monte. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour nous, pour les outils, l'ADA participe avec le BRGM à ce qu'on appelle un observatoire du littoral martiniquais. Donc, je vous en engage, si vous êtes intéressé par tous les éléments que vient de présenter Madame Mathé, cet observatoire du littoral martiniquais, donc présente, les études qui sont faites, les avancées, le recul du trait de côte. Il y a des caméras qui sont mises en place, par exemple, sur la plage du Carbet de façon continue. On voit les suites des événements. Par exemple, Beryl, qui n'était pas un événement centenaire, finalement, qui a eu des effets redoutables. On voit un petit peu le retour d'expérience lié à ça. Donc, il y a des photos avant et après. Donc, ça vous permet de voir. Et puis, il y a le CEREMA qui édite ce qu'on appelle un indicateur de l'érosion du littoral, donc avec des couleurs, vous savez, simples, rouge, orange et verte. Et donc, vous voyez sur le littoral martiniquais les espaces qui sont en rouge, en forte érosion, où il n'y en a pas, parce qu'il y a des zones où il y en a moins, des côtes rocheuses par exemple. Et ce sont des bons indicateurs qui sont remis à jour au fur et à mesure avec, vous savez, on fait des photos aériennes, des orthophotos régulièrement, donc on redéfinit le trait de côte régulièrement, donc ça permet effectivement de faire cette espèce dans l'échelle de temps, l'avancée de ce trait de côte, donc cette limite de la Terre par rapport à la mer, au cours du temps. Et ça nous permet d'avoir des indicateurs d'avancée, de recul, de long du mètre, on essaye de dizaines de mètres, etc. Voilà, c'est toujours en construction, c'est-à-dire qu'on a ces éléments grâce au BRGM et au CEREMA, parce que ce sont justement des opérateurs scientifiques qui permettent d'appuyer ces données, parce qu'il faut de la science, oui. Forcément, il faut de la science, et ça participe à la connaissance, mais on a aussi besoin de fonds pour renchérir cette connaissance qui n'est pas encore suffisante. Oui. Typiquement, pour faire le LIDAR, pour avoir les données en LIDAR, il faut que l'on puisse avoir des fonds pour pouvoir développer ces caméras sur le littoral et aussi participer à la connaissance qui va permettre d'ajuster les mesures pour ne jamais avoir, on parlait du préventif et du curatif, surtout des 4 mesures curatives différentes, pour ne pas généraliser, surtout pas. Parce que c'est important de s'adapter au territoire. À ce propos, justement, nous organisons avec l'association des géomètres de Martinique, présidée par Yann Moko. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail pour qu'on puisse faire cette cartographie, qu'on puisse avoir des bases pour savoir où on doit faire ou pas faire. Malheureusement, pour faire ce travail, nous avons constaté que chaque personne fait sa petite cuisine dans son coin. Il n'y a pas de chef d'orchestre dans l'affaire. Alors, ne pensez-vous pas qu'un jour, qu'il faille un chef d'orchestre? Mais vous avez, de toute façon, il y a la gouvernance locale à organiser, vous avez tout à fait raison, mais c'est comme pour tout. D'abord, il faut qu'on travaille tous ensemble. Qu'on soit documenté. Qu'on soit documenté. Et il y a beaucoup de petites documentations, puis
des grandes documentations plus globales et il faut aussi qu'elles soient adaptées au territoire. Et effectivement, il faudrait que lors de cette séquence très intéressante, eh bien, on puisse définir effectivement peut-être déjà un premier pilote, chef d'orchestre, qui pourrait après se structurer. Mais si on avait une plateforme collaborative où on pouvait tous regrouper toutes les données que l'on a pour que tout le monde puisse accéder. C'est très important, la symétrie d'information ou l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance, ça permet déjà d'être éclairé et de pouvoir aussi après travailler pour améliorer et prendre les bonnes décisions, avoir la bonne action publique comme il le faut. Et comme vous le dites, oui, ce qui serait déjà bien, c'est de mettre en commun toutes ces données. Je pense qu'il n'y a pas une volonté de ne pas mettre en commun, c'est juste qu'il n'y a pas eu de méthodologie organisationnelle pour la mise en commun à ce stade. Mais c'est possible quand on voit la différence entre les ponts dissociés de l'époque, quand j'étais très jeune, et aujourd'hui, idéal, fortement évolution. Je vais sur mon portable, je clique, j'ai un site. Hier, c'était pas possible. Il fallait avoir le petit papier, le schéma départemental d'aménagement, enfin. On peut mettre à disposition notre plateforme Rezana si on met quand même et l'ouvrir à. Alors on a créé quelque chose, mais on peut aussi l'ouvrir à beaucoup de partenaires pour que tout le monde puisse y accéder. Alors, ce sera à réfléchir. Sur la partie cartographie, parce qu'on parle beaucoup de territoire, donc beaucoup de cartographie. On a Géomartinique où les géomètres experts justement ils participent avec nous et un peu tous les acteurs en matière de connaissances. Géomatique, puisque c'est au sein de mon service aussi. Et on parlait de LIDAR. En fait, c'est un levé topo très précis qui nous permet de faire des modèles numériques de terrain où on peut faire des simulations. Voilà. Et ça, effectivement, nous sommes toujours en recherche de crédit. C'est mon cas, ma directrice sourit parce que je demande toujours des sous pour acquérir des données. Et ça va nous aider, que ce soit d'ailleurs pour d'autres types de risques, l'inondation et autres. Et ces données-là sont mises à disposition via ces plateformes. Donc, vous me parliez de savoir où on met nos données. Donc, Olimar, pour l'Observatoire du littoral martiniquais, je fais la promo de mes sites. On a les cartes interactives aussi de la DEAL où on présente un petit peu toute la propriété foncière, les contraintes environnementales, les PLU, l'urbanisme, toutes ces données-là où on peut superposer les couches. Donc, on peut faire sa propre analyse. Et les scolaires peuvent aller dessus. Tout le monde. Sans difficulté. Vous tapez carte interactive de la DEAL. Les scolaires, après, il faut les aider. Voilà, il y a une question peut-être derrière votre question. Alors, il y a la question, effectivement, ça, là, on a parlé des outils de la DEAL, même en collaboration avec d'autres opérateurs, avec des outils qui existent, qui sont quand même pour le BRGM, des personnes, oui. voilà, le BRGM, le CEREMA, mais il y a aussi, tout à l'heure, on a parlé de Cap Nord ou Espace Sud, même le Grand Port Maritime qui a fait un plan de changement, une étude d'adaptation au changement climatique, la SAMAC, l'aéroport, qui est en train de faire une étude. Donc, l'idée serait peut-être déjà au niveau de ce collectif d'avoir des données qui soient regroupées. Et puis après, il y a l'aspect pédagogique, parce que j'imagine que des jeunes de 10 ans ou de 15 ans, même si on leur parle de ça à l'école, ils vont avoir du mal à aller sur notre... Mais ce sont les futurs dirigeants. Mais ce sont les futurs dirigeants. Donc il y a peut-être un outil, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus pédagogique à inventer, peut-être en lien avec les jeux, les petites applications de jeux. Ou les associations. Ou les associations. On subventionne des associations sur des actions. Projets, oui. Voilà, sur des actions. Donc c'est vrai que souvent on travaille plutôt sur la biodive et d'autres. Donc sur la prise en compte du risque, je sais que le service risque a quand même pas mal de com sur les risques. D'autres types de risques. Voilà. Là c'est de l'érosion. Voilà, l'érosion c'est différent. C'est pas, voilà. Non mais ça a imaginé. Et moi je me dis à vous écouter, mais pourquoi pas. Alors les associations c'est un très bon levier, mais il y a aussi, enfin les gamers. Les jeunes sont très portés sur les jeux. Il faut se mettre à la place des jeunes, faut s'adapter, quoi. Des jeunes générations. Et peut-être que de voir, il y a beaucoup de gamers en Martinique aussi, comme partout. Il faut peut-être voir aussi du côté de ces collectifs, s'ils n'ont pas envie de réfléchir à ça, quelque chose qui soit ludique par rapport à cet accès citoyen, mais bon, voilà, c'est des réflexions qu'on pourra engager. J'espère qu'on pourra en parler et discuter de tout cela. Sans problème. Voilà. Oui, par exemple, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on revienne à nos bassins. Vous avez connu les bassins qu'on avait en rivière? Oui, tout à fait. Un stockage naturel de l'eau. Mais oui, le retenu collinaire. Voilà, c'est une directive européenne qui a stoppé ça. Il y a des alluvions qu'il faut sortir de là pour avoir de l'eau
en permanence. Hier, vous avez vu la grosse pluie qu'il y a eu. Elle est passée sur l'île et puis elle n'est pas stockée. Elle n'est pas stockée. Hier, elle se stockait, mais pas aujourd'hui. Là, par Il y a exemple, deux aspects, oui, sur les... et ce sont des prévisions à mettre en place. Alors, c'est ce qu'on appelle les retenues collinaires. Alors, quelque part... Naturel, voilà. Ce qu'il y a, c'est que... Alors, l'hydromorphologie, donc l'hydro-eau, morpho, forme, logie, étude. Donc, l'étude de la forme des cours d'eau montre que ces cours d'eau sont vivants. Et effectivement, ce dont vous parlez, c'est quelque part entre le lit mineur, c'est-à-dire la rivière, là on la voit quand elle est au plus près, quand elle est le plus sec possible, l'étiage qu'on appelle. Puis après, il y a le lit moyen, et puis il y a le lit majeur, quand elle s'étend tellement il y a d'eau, ça déborde, il y a des expansions, il y a des crues, puis des fois il y a des constitutions de bassins qui sont des zones humides, qui ont des écosystèmes derrière très intéressants, puisque du coup, il y a de l'habitat, donc il y a de la faune et de la flore, il y a de la vie faune aussi qui s'installe. Eh bien, il se trouve que ces cours d'eau, d'abord, ils évoluent naturellement, mais en plus, avec la main de l'homme. Oui, l'urbanisation et puis l'agriculture. Ils évoluent encore plus. Oui. Et c'est vrai que auparavant, il y avait des zones d'expansion de crues, ça constituait des bassins, des petits étangs qui étaient naturels. Et l'homme est aussi intervenu, en plus de la modification naturelle de cette forme de ce cours d'eau. Et c'est vrai que ces éléments-là, on les retrouve aussi en aval, donc au niveau de l'embouchure en fait des rivières avec la mer. Et on voit bien que la déformation par l'homme de nos cours d'eau font que ça obère aussi la possibilité, enfin, ça limite la protection par rapport naturelle aux vagues de submersion. Voilà, parce que les vagues de submersion, elles devraient beaucoup plus rentrer dans les rivières, donc ça apaise l'onde et donc l'énergie qui est créée. Normalement, c'est ça, mais s'il y a une embouchure de rivière qui soit normalement naturelle et conséquente, et puis de l'autre côté, tous ces sédiments qui sont drainés, c'est les sédiments dont les plages ont besoin. C'est comme ça qu'elles se rechargent, les plages. Et c'est vrai que d'avoir modifié non naturellement, donc une modification par l'homme de nos cours d'eau, font que ça pose des problématiques. Et ça, c'est de revoir le profil des cours d'eau. Pas de canalisation, pas de busage, d'essayer de les revoir avec des solutions fondées sur la nature. Ça relève de la gestion des milieux aquatiques. Ça relève de la compétence en fait des collectivités, des EPCI, des établissements publics de Cap Nord, Espace Sud et CACEM, pour faire court. Et c'est un véritable enjeu sur lequel on a des fonds, parce que alors là, on a des fonds qui sont aussi alloués là-dessus et permettent en fait d'avoir une visibilité et de visualiser les actions qui peuvent être faites. Mais pour ça, il faut conduire des études pour voir ce qui est possible d'être fait. Il y a de quoi financer différents projets d'études pour savoir où on va. Exactement. Maintenant, est-on prêt politiquement pour le faire? Il faut prendre les choses à bras-le-corps. Je crois qu'on commence, mais c'est pareil. On a l'impression, pardon de vous interrompre, on a l'impression que ça se passe chez l'autre. Dans les coins de téléviseurs, regardez comment ça s'est fait là-bas, mais c'est là, chez nous. Et demain matin, je vous dis, je prends l'exemple d'hier, une petite pluie qu'il y a eu. Vous avez vu ce que ça a fait comme dégâts hier? Une petite pluie, il y a moins de zones d'expansion des crues, on le voit, donc du coup l'eau coule. Il y a moins de zones d'épandage. Et il y a moins d'épandage, exactement, donc c'est aussi compliqué. Les sols sont un peu moins secs, mais ils sont quand même un petit peu secs, donc ça ruisselle beaucoup plus facilement. Et ça accélère l'érosion même au droit des rivières. Et même pour l'urbanisation qui est venue se créer de manière des fois anarchique et des fois de manière structurée, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'il faut faire des études, ce qu'on appelle les études de danger. Des études de danger par rapport à la modification des cours d'eau. C'est le BCOM qui s'en occupe. C'est les autorités gémapiennes, donc c'est Cap Nord, CACEM et Espace Sud, mais ça commence à venir. Mais c'est compliqué parce que là, c'est beaucoup d'argent quand même derrière. Mais en même temps, ça nous éviterait, si ces études étaient bien faites, d'apprendre qu'il y a un projet à pays noyé à Ducos. Pays noyé. Projet. Après, tout le problème, c'est qu'on a les zones inondables qui sont
recensées. On a des zones humides qui sont recensées. Et qui sont nommées. Voilà. Nommées, noyées. Et ça veut tout dire. C'est là qu'on fait un gros projet de Tremblay. Après, c'est un projet, donc c'est pas fait. Donc, oui, mais justement, les études sont là pour... C'est une perte de temps. Enfin, je veux dire, nous passons notre temps, effectivement, à dire à tous les porteurs de projets qui viennent nous voir, la première des choses à faire, c'est faire un petit diagnostic. Et alors, je suis la vilaine, parce que je dis étude d'impact ou pas étude d'impact, donc forcément, c'est la fin du monde quand on demande à faire une étude d'impact. Alors qu'en fait, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on dit ? Essayons d'utiliser les atouts et de compenser les faiblesses du territoire sur lequel on souhaite s'inscrire. Et quand on a un projet, c'est d'essayer à minima de trouver le meilleur endroit pour le faire. Donc, effectivement, ma directrice sourit, mais c'est tout en leur disant, mais c'est pas une contrainte, c'est juste, soyons un peu réalistes, regardons comment faire au mieux. Et donc, ces PPR donnent des zones inondables et souvent, effectivement, ce sont les zones plates qui sont les plus intéressantes, etc. Donc, en fait, on va toujours sur le plus simple. C'est le mauvais rôle de l'ADAL. L'ADAL a des fois un mauvais rôle parce que le législateur a dit qu'il fallait protéger, donc on protège. Fallait instruire des dossiers, donc on instruit des dossiers. Fallait qu'on contrôle, donc on contrôle si c'est bien fait. Il fallait que on développe la connaissance et des fois, on n'a pas tout le temps envie de connaître ce qui se passe. Et qu'on accompagne aussi. Et donc, quand on a un contentieux, on vient vous voir à ce moment. Oui. Vous êtes de bons élèves. On vient nous voir, même si on n'est pas, c'est pas nous qu'il faut venir voir, mais ici beaucoup de monde viennent voir la DA, un peu pour tout et pour tout ce qu'elle ne fait pas non plus, mais bon, on est donc très sollicité et très ouvert. Mais effectivement, l'objectif est, comme Alexis Efbert le dit, l'étude d'impact, qui est un terme un peu barbare en tant que tel, c'est pour savoir quelles sont les conséquences sur le vivant et le non-vivant. Oui. La pérennité de l'ouvrage. La pérennité des ouvrages. Le non-vivant, c'est le dur. C'est là où il y a du bâti, etc. C'est le non-vivant. Le vivant, c'est les écosystèmes, c'est la biodiversité. On ne fait pas que préserver la biodiversité, mais c'est très important parce que ça participe. On protège, madame, la nature. Des valeurs. Voilà, on protège la nature et en protégeant la nature, on se protège. Voilà, quand on protège la qualité de l'eau, quand on vient contrôler la qualité des eaux, ça permet aussi aux baigneurs de se baigner. C'est tout un ensemble. C'est un ensemble. Alors quand je fais ça, je fais un résumé assez rapide parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en réalité, nous, on est là pour essayer de protéger au mieux et pour accompagner. Mais on finance aussi énormément de projets. Je vois les financements qu'on a alloués l'année dernière aux associations, par le Fonds Vert, par le FSOM, le Fonds de soutien Outre-mer. On soutient, et l'État plus globalement soutient avec de nombreux fonds beaucoup d'actions pour justement accompagner les territoires à... de durabilité, plus de soutenabilité. On voit qu'il y a une petite urgence aujourd'hui. C'est visible. Oui, mais vous savez, il y a une visible. caricature que nous disons assez souvent, avec tout le respect qu'on a pour les dames. La nature, c'est la seule femme. Quand elle est violée, elle ne crie pas. Mais quand elle se fâche, quand elle se venge, elle casse tout. Elle casse tout, des fois en 5 secondes. C'est une vision de la femme. Non, c'est pourquoi je vous ai je vois, mais c'est pas mal. Oui, mais il faut éviter de... Il faut respecter madame la nature. Exactement. Comme toute femme, ça se respecte. Tout à fait. Donc, il y a c'est des pour règles. nous, Oui, c'est pour nous. Nos gamins qui sont dans le berceau, là. Voilà. C'est pour tout ça. Enfin, vous voyez, mesdames, le téléspectateur nous a écoutés. C'est ceux qui vont nous demander votre retour. C'est un sujet vaste, passionnant. Passionnant, on découvre des choses, il y a beaucoup de choses qui sont là, et on n'est pas dans une jungle. Même dans la jungle, il y a des règles. Même dans la jungle, il y a des règles. Donc, il a intérêt à nous écouter pour comprendre. Donc, c'est un débat passionnant, mais malheureusement, lorsqu'un débat est aussi passionnant, on a un temps qui nous est imparti. Si vous avez, je ne dirais pas en conclusion, si vous avez des souhaits à formuler, madame.
D'abord, j'espère déjà que les chantiers que nous avons lancés, on en a parlé ici avec les collectivités, aboutissent, qu'on réussisse à mettre en place déjà nos outils, nos cartographies, qu'on réussisse de façon concertée avec les collectivités à définir des projets d'aménagement qui tiennent compte de ce risque qui est prégnant, et puis qu'on ait les moyens de poursuivre la gestion des personnes qui sont à risque et qu'on y arrive. On a lancé quelques expérimentations sur Basse-Pointe et le Prêcheur et on souhaite de tout cœur y arriver. Voilà. Que ça concerne toute la Martinique. Oui, ce sont les premières étapes, mais effectivement qu'on poursuive sur les autres sites qui présentent effectivement des risques. D'autant que nous avons le risque, avec tout ce qui se trame là, d'avoir un flux migratoire selon les premiers réfugiés climatiques. Essayons que ça se passe le mieux possible et qu'on en ait le moins possible, effectivement, en essayant de nous adapter. Madame Mattei. Eh bien, j'ai juste envie de dire que c'est ensemble. On ne peut pas faire les choses ensemble. Un tango, ça se danse à deux. Voilà, au moins à deux, mais même à plusieurs. On doit prendre en compte les populations, les gens. Enfin, notre but, c'est l'action pour les gens. C'est le quotidien. C'est ça le but de l'intérêt général. Mais ça, on peut le faire qu'ensemble. Eh bien, ensemble, passons d'une logique de protection qui est défensive. On se défend aujourd'hui à une stratégie de transformation qui soit proactive sur le littoral, proactive avec des actions concrètes qui soient adaptées. Le but est de ne pas enlever tous les aménagements hydrauliques, mais de voir lesquels on peut enlever, lesquels on doit laisser. Le but est de ne pas renaturer tous les espaces, de laisser aussi l'activité économique de se faire, mais on doit voir là où on doit les enlever et là où on doit les préserver et on doit remettre de la nature, etc. Avoir une logique proactive et d'avoir une transformation de notre littoral pour essayer d'atténuer et de s'adapter. C'est d'abord l'atténuation et après c'est l'adaptation. Tenir compte de toutes les études qui sont faites et qui sont menées. Et ce ne sont pas des études pour nous embêter. Non. C'est pour nous aider à vivre. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le téléspectateur vous a écouté. Il a compris. Il y a des choses à faire pour une Martinique autrement. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, ceux qui sont dans le berceau, nous devons faire tout ce qu'il faut pour que demain, nous puissions leur laisser un bon héritage. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Merci. Merci, mesdames. Mes respects. Respect aussi.